la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs, je veux vous dire qu'il y existe en France un enthousiasme général pour les questions de l'espace et que M. Pesquet en est la figure marquante après celle de Jean-Loup Chrétien, donc on ne pourra pas oublier ici aujourd'hui la contribution à l'aventure spatiale française. Les Français ne peuvent pas oublier qu'ils sont le deuxième peuple au monde pour la contribution individuelle au financement de programmes de l'espace. Le deuxième peuple au monde. Et en évoquant cet enthousiasme pour la question de l'espace en tant que nouvelle frontière de l'humanité, comme l'a dit notre présidente de commission, reprenant le titre d'un meeting que je m'honore d'avoir tenu pendant la campagne présidentielle. C'est une simple convergence, je tiens à vous rassurer, Jean-Luc. Mais je suis totalement rassuré des convergences avec vous, Madame la Présidente. Il n'y a pas d'inquiétude sur le sujet. La question de l'espace y était posée. Et j'abordais 3 thèmes que je vais reprendre rapidement devant vous. Celui de la pollution de l'espace vient d'être évoqué, je n'y ajoute rien, je partage le point de vue de la préoccupation que représente cette pollution gigantesque, vis-à-vis de laquelle, bien sûr, il y a les moyens de connaissance, mais dont on ne voit pas très bien, à l'heure actuelle, quels vont être les moyens de réplique ou de réparation, sinon qu'une bonne partie d'entre eux vont tomber tout seuls sur la Terre. Par conséquent, on en sera débarrassé, mais peut-être n'est-ce pas le cas de tous les corps qui flottent. J'évoquais 2 autres questions qui me paraissent plus directement transversales pour la politique française. La première, c'est celle de la militarisation de l'espace. Je commence par dire que je me réjouis du fait qu'on ait créé un commandement particulier sur le sujet, parce que cela atteste d'une prise de conscience politique qui est partagée, je crois, par tous, sur la nécessité et l'importance d'un tel commandement. Cependant, je commencerai quand même par déplorer qu'on en soit là, car la militarisation de l'espace était interdite par les traités de 67. Et maintenant, nous en sommes au point, allons directement au but. Vous nous avez dit, Général, que 4 pays sont capables de détruire des satellites en orbite basse. Et on a tous mesuré ce que ça peut vouloir dire pour la sécurité, la permanence des liaisons et la surveillance du sol comme de l'espace. 4 pays, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Le premier qui a commencé à rompre avec le thème de l'interdiction de la militarisation de l'espace, c'est le président Donald Trump, en 2018, en annonçant vouloir créer un corps spatial d'armée. Je vais être direct. Êtes-vous autorisé à nous dire si nous sommes en état, nous-mêmes, les Français, de détruire des satellites en orbite basse car cela serait une information tout à fait décisive pour comprendre quel est le rapport de force avec d'autres pays. Ma seconde question concerne la privatisation de l'espace. Le traité international de 67 déclare que l'espace, la Lune et les autres corps célestes ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation. Or, nous avons appris avec tristesse en 2015 que par la loi Space Act aux États-Unis, les entreprises privées sont autorisées à explorer, extraire et vendre les ressources spatiales et s'approprier les corps célestes sur lesquels le drapeau des États-Unis viendrait à flotter le premier. Quelle réponse apportons-nous à cette situation ? Acceptons-nous la compétition et la course à la propriété des corps célestes ? Enfin, de manière plus européenne, il va de soi pour ma part que je souhaite le renforcement permanent du CNES, qui est un outil magnifique dont disposent les Français et qui prouve sans cesse sa capacité à des performances. Il participe à l'action européenne de la France en matière spatiale. Dans ces conditions, puisque l'Europe a été beaucoup évoquée, que doit-on penser, Présidente ? J'achève là-dessus. Et que répond-on au fait que le Luxembourg ait décidé d'introduire une nouvelle réglementation autorisant les entreprises, notamment minières, implantées sur son territoire, à exploiter et s'approprier les ressources spatiales ? Est-ce là un comportement loyal par rapport au fonctionnement du reste des pays de l'Europe ? Il me semble qu'il y a un certain nombre de questions et de préoccupations sur sur le sujet du droit de l'espace et de la militarisation de l'espace. Certains d'entre vous ont mentionné le traité de l'espace de 1967. Il me semble utile de préciser quelques petites choses au sujet de ce traité parce que l'un d'entre vous a dit que ce traité interdit la militarisation de l'espace. Ça n'est pas exact. Lorsque nous avons travaillé pour élaborer cette stratégie spatiale de défense, évidemment, les juristes ont été associés à notre réflexion, à la fois les juristes du ministère, mais également les juristes du Quai d'Orsay. Nous avons des experts, et d'ailleurs, l'un de mes officiers porte l'expertise française dans les différents groupes de travail internationaux sur ces sujets.
Mais donc pour revenir sur le droit, le traité de 67, d'abord le premier point, c'est qu'il a une définition juridique un peu ambivalente de ce qu'est l'espace. Il ne définit pas une altitude à partir de laquelle on est dans l'espace. Le droit de l'espace s'applique aux objets qui orbitent autour de la Terre. Il ne s'applique pas aux objets qui transitent dans l'espace. C'est le premier point. Ce qui est vrai, c'est qu'il indique un principe de non-souveraineté dans l'espace, un principe de libre utilisation. Il prône l'usage pacifique de l'espace. Ce qu'il interdit explicitement, c'est le placement d'armes de destruction massive dans l'espace. Et donc, il n'interdit pas, en revanche, le placement dans l'espace d'armes qui ne seraient pas de destruction massive. Ça n'est pas formellement interdit. Ce qui est donc l'interprétation juridique que nous en faisons, c'est que le fait de placer une arme dans l'espace n'est pas en soi contraire au traité de 67. Ce qui serait contraire au traité de 67, enfin ce qui peut en tout cas être contraire, c'est l'usage que l'on en fait. Et donc ce que dit clairement la stratégie spatiale défense, c'est que nous allons nous doter de moyens de défense active et nous exercerons ce droit à la légitime défense que prévoit l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et donc ceci est strictement conforme au traité de l'espace dans notre vision. Après, on peut... je voudrais... parfois, j'apporte cette précision également sur les mots. On parle de militarisation de l'espace. Je pense que l'espace est déjà militarisé. Dès les premiers jours, il a été militarisé. Vous avez des satellites militaires dans l'espace depuis toujours. Je pense qu'il faut distinguer la militarisation de l'espace de l'arsenalisation de l'espace. Ce sont deux sujets un peu différents. La deuxième chose, et ça répond aussi à une des questions qui a été posée, c'est que toutes les capacités que nous cherchons à développer ont pour préoccupation de ne pas créer de débris supplémentaires. Ce sujet est clairement identifié. Pour nous, c'est une préoccupation majeure. Et toutes les capacités qu'on explore, qui sont, je l'ai dit, capacités de surveillance, alors depuis le sol ou depuis l'espace, on va aussi développer des capacités de surveillance depuis l'espace, mais toutes les capacités derrière de défense active seront définies avec l'idée majeure de ne créer aucun débris dans l'espace. Donc ça sera de la neutralisation, probablement. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Nous réfléchissons en diverses options, mais pas de débris. Ah oui, le deuxième thème, c'est celui des débris spatiaux. Alors, je voudrais préciser le vocabulaire. Moi, je préfère débris spatiaux que déchets spatiaux, parce que déchets spatiaux, on a vraiment l'impression qu'on jette nos poubelles, et c'est pas le cas. Et puis, c'est des débris qui sont inertes dans un espace, a priori, l'atmosphère basse terrestre, qui est dépourvue de vie. Hein. C'est pas vider son bidon d'huile près d'un petit cours d'eau joli. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut pas dire que c'est bien, évidemment, mais je préfère vraiment qu'on dise débris spatiaux que déchets spatiaux. La partie témoin, la question c'était est-ce que moi j'ai pu assister à ça. Alors ça m'arrange que vous posiez cette question-là parce que ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village. Sur les débris spatiaux, tout le monde a en tête l'image de la Terre entourée d'un nuage de points blancs. En fait, on a tous vu cette image-là, mais pour la nécessité de la représentation, en fait, il faut bien voir que sur cette image-là, chaque point blanc, c'est à peu près la taille d'un département par rapport à l'échelle de la planète qui est derrière. Donc on a l'impression quelque part qu'il y a un nuage de débris qu'on ne peut pas passer autour, qu'on est obligé de slalomer comme dans Star Wars. C'est quand même pas le cas. Hein. Parfois c'est des choses qui sont de la taille d'une pièce de 2 € ou un tout petit peu plus grand, et entre les deux il peut y avoir 400-800 km, c'est quand même des distances qui sont énormes. Encore une fois, c'est pas pour dire que c'est bien qu'on peut continuer, mais c'est pour dire que moi par exemple au sein de la station spatiale, à bord de la station spatiale, on peut pas voir des déchets spatiaux aussi à cause des vitesses relatives, hein. Ça se croise à la vitesse de 2 balles de fusil, donc c'est impossible d'avoir la perception de ça, et que nous on a eu une seule fois à modifier la trajectoire de la station pour éviter de prendre le risque de croiser un débris à moins de 5 km. Donc on n'en est pas au point où les activités humaines sont impossibles en orbite, mais ceci étant, c'est un problème dont il faut se préoccuper. Et la question de comment s'en préoccuper est revenue assez souvent. Et ben, ça tombe bien, on a des idées là-dessus. Hein. Il y a l'ESA, mais je pense que Yann Werner va en parler, une initiative qui s'appelle Clean Space,
qui vise justement à avoir une démarche vertueuse dans l'espace. Alors ça veut dire aussi bien au sol, aussi bien en cycle de vie de toute la mission, fin de vie, construction, lancement, etc., et d'avoir l'impact minimum sur l'environnement. Moi, je pense que c'est l'aspect technique qui est important. Il y a aussi un aspect législation qui va être important au niveau international. Ça, c'est pas un seul État qui peut faire ce qu'il veut. Je pense que nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, pour l'instant, c'est vraiment montrer l'exemple, en fait. C'est en étant nous-mêmes, on se veut des leaders dans le domaine de l'espace et on l'est. Je pense que ça nous donne aussi des responsabilités qui sont de montrer aux gens comment faire ça de manière vertueuse et éventuellement de les aider technologiquement. Mais je pense qu'on en a pris la voie en France et en Europe. Le sujet des ressources spatiales, donc je pense que je suis peut-être pas le mieux placé pour m'en saisir, mais moi, mon approche de tout ça, c'est face à des États qui veulent quelque part légiférer un peu tout seul, on a une ressource qui existe, ça s'appelle le multilatéralisme. On a des forums pour parler de l'espace au niveau international. On a un organe des Nations Unies qui est à Vienne, qui s'appelle UNOOSA, enfin UNOOSA, qui a pour vocation de rassembler les pays et d'émettre des avis sur les utilisations de l'espace, entre autres. Donc voilà, on sait bien qu'en ce moment on se détourne un petit peu du multilatéralisme, mais malheureusement c'est peut-être là que la solution se trouve, notamment pour tout ce qui est législation de l'espace.